ancien ministre de la coopération et de l'intégration africaine, mais aussi expert en développement et haut fonctionnaire au niveau du système de la Banque islamique de développement et de la Banque africaine de développement. Alors la conférence va porter sur la crise énergétique en Guinée, bien avant. Et l'honneur des choix aujourd'hui de présenter celui qui va débattre avec nous, qui va nous expliquer les défis, les enjeux et les actions à entreprendre sur cette problématique très intéressante. Nous avons M. Amadou Diallo, il faut retenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est ancien ministre de la coopération, mais aussi fonctionnaire à la Banque islamique de développement à Jeddah, où il a été directeur général pays des pratiques globales en 2019 et 2021, mais également directeur au département des infrastructures économiques et sociales, directeur pays département agriculture et développement rural, directeur des opérations du bureau du vice-président, sans oublier le chargé de projet et analyse financier au département des opérations. Au niveau de la Banque africaine de développement également, il a occupé plusieurs fonctions, notamment représentant résident de la Banque à Bamako au Mali, chef de division énergie éthique au département des infrastructures, chef de division des équipements collectifs de région du centre, analyse financière principale développement infrastructure. Au-delà de ses fonctions au niveau de ces deux banques que je viens d'énumérer tout à l'heure, il a aussi occupé d'autres fonctions dans d'autres domaines. Bien évidemment, plus d'une décennie dans le secteur des mines en République de Guinée, à Redor, à Fékia, et ainsi de suite. M. Amadou Diallo, aujourd'hui, a occupé également, a piloté plusieurs projets d'envergure, notamment dans le domaine de l'énergie pour la République de Guinée. Il faut retenir, chers confrères, qu'il a participé à l'étude de faisabilité et la mobilisation de financement du site hydroélectrique de Kaleta, mais aussi la réhabilitation du réseau électrique de Conakry, notamment la commune de Ratouma, et la mobilisation et le financement pour le bitumage de la route régionale Sénégal-Guinée, y compris le tronçon Consitel-Gawal, et plusieurs autres réalisations à mettre aujourd'hui à son actif. Et vous savez, nous traversons notre pays l'une des plus grandes crises énergétiques des dernières décennies de notre pays. Alors il est important aujourd'hui de savoir les enjeux, comme tu l'as dit au début de ma communication tout à l'heure, mais aussi les actions à entreprendre pour mieux cerner les contours de ce problème et pouvoir les aborder avec un œil plus aiguisé. Alors tout à l'heure, je vais donner la parole à M. Diallo. Nous nous retrouvons aujourd'hui parce qu'il y a une crise du secteur de l'électricité. Je ne vais pas appeler crise énergétique, je vais parler de la crise du secteur de l'électricité. Et en tant qu'acteur et élève du secteur pendant plus de 2 décennies, je crois que j'ai quelque chose à partager. Je veux contribuer à la réflexion, aux discussions qui s'imposent à nous tous aujourd'hui. Au prime abord, je vais parler de EDG. EDG, historiquement, aussi long de 2 décennies, j'ai accumulé une certaine expérience. Je crois que je peux partager avec vous cet après-midi pour contribuer à la réflexion des pistes de solutions d'un problème que nous avons depuis plus de 4 décennies dans notre pays. Donc pour ceux qui sont beaucoup plus jeunes que moi, je vais essayer de faire un peu l'historique des sociétés de l'électricité en Guinée. Je vais commencer par la SNE, la Société nationale d'électricité. Au début, c'est celle-là qui fournissait l'électricité, principalement dans la ville de Conakry, et peut-être avec les petits barrages qu'on avait à King Kong et puis sur le Tenkiso pour certaines préfectures. Après, il y a eu une première réforme où on a mis en place Enelgi, qui a remplacé la SNE, mais qui faisait exactement ce que faisait la SNE. Et à partir de 1994, avec le programme d'ajustement structurel, la société a été privatisée dans une certaine mesure. Et l'État s'est occupé du patrimoine. Enelgi s'occupait particulièrement du patrimoine et il y a une société privée qui est venue qui s'occupait de la production, de la distribution de l'électricité qu'on appelait Sogel. Sogel, c'était un consortium EDF, Hydro-Québec et puis SOR. Et
ça n'a pas marché, cette réforme n'a pas marché. Mais les causes essentielles de cet échec étaient partagées. Parce que quand on a privatisé, l'État a pensé qu'il ne ferait plus d'investissement. C'est le privé qui allait faire les investissements. Et le privé était prêt à faire les investissements à condition que le tarif, le prix de l'électricité soit augmenté. Et l'État ne voulait pas qu'il y ait cette augmentation. Donc il y a eu des retards dans les investissements, ce qui veut dire que la réforme a échoué. Et EDG est né des cendres de la Sogel. Donc c'est celle-là que nous connaissons aujourd'hui. Alors, EDG est une entreprise qui est verticalement intégrée, qui a beaucoup de puissance. C'est même, je dirais, c'est trop pour une entreprise de pouvoir contrôler la fourniture de l'électricité dans un pays, sans obligation de résultat. L'État subventionne et l'électricité n'arrive pas. Et quelles sont les conséquences? Donc je crois qu'il faut revoir quels sont les principaux problèmes que le secteur a devant lui aujourd'hui. La situation dans laquelle nous vivons. Premièrement, c'est un déficit d'investissement de 30 ans. Pendant 30 ans, il n'y a pas eu d'investissement dans le secteur de l'énergie, de Garafiri à Kaleta. 30 ans, une trentaine d'années, il n'y a pas eu d'investissement. On ne peut pas rattraper 30 ans de retard en faisant de l'urgence. Les problèmes d'accès à l'électricité aujourd'hui, quand on ne l'a pas, c'est une urgence, il faut essayer de régler, il faut changer un transformateur, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, ce n'est pas possible. 30 ans de retard dans un investissement a besoin d'un gros programme d'investissement pour pouvoir le rattraper, si jamais on peut le rattraper. Donc c'est cette situation que nous vivons aujourd'hui. Ensuite, nous avons une vétusté des installations et des infrastructures. Je parle des réseaux de distribution parce que même si on produit de l'électricité, on injecte dans le réseau, il y a des moments où ça n'arrive pas au consommateur parce qu'un câble a pété, un transformateur a sauté, et les charges sont énormes et puis voilà, il y a un délestage. Donc les infrastructures sont anciennes et elles sont vétustes, elles ont besoin d'être réhabilitées. Et ensuite, il n'y a pas suffisamment de capacité même dans le réseau de transport. Vous voyez par exemple, Swapiti, il y a un moment donné, on ne pouvait injecter que 30 MW dans le système, dans le réseau de transport, alors que les charges sont à Conakry. Donc on a construit ces centrales sans pour autant penser à transporter l'énergie produite dans ces centrales. Ce qui veut dire que ces centrales sont restées des moments à ne rien produire, parce qu'on ne pouvait pas transporter l'énergie. Donc il y a un déficit non seulement de capacité dans les lignes de transport, mais aussi de la vétusté des lignes de transport et de distribution. Ensuite, c'est dans les dossiers, les rapports de EDG. Aujourd'hui, vous verrez que le coût de revient, la production d'un kilowattheure, le coût de revient est 3 fois supérieur au prix de vente. Alors comment est-ce qu'on peut avoir un équilibre pour cette entreprise? C'est pourquoi on parle aujourd'hui de subvention au niveau de l'entreprise. Le coût de revient, il n'y a pas une vérité de prix. Le coût de revient est au-dessus du prix d'achat. Et 80% de la clientèle de EDG, cette clientèle est facturée au forfait. Est-ce qu'on peut mettre en place un équilibre financier si on ne sait même pas ce que le consommateur il consomme? C'est pourquoi il y a des moments de réclamation ici et là. Donc il y a cette problématique qui est là aujourd'hui. Et finalement, donc, nous avons un déficit financier au niveau de EDG avec comme conséquence une subvention qui est donnée à EDG pour pouvoir fonctionner. Maintenant, je vais parler, ça c'était pour camper le problème du secteur de l'électricité en Guinée, pour expliquer que EDG est au cœur et au centre. Il y a un déficit d'investissement de plus de 30 ans qui est là, qu'on ne peut pas rattraper du jour au lendemain. Donc il faut qu'il y ait un travail en profondeur très planifié pour pouvoir résorber ce déficit-là. On ne peut pas le résoudre avec une urgence. Maintenant,
Nous tous, nous savons l'importance de l'électricité au-delà de la lumière que nous avons, au-delà des prises où on charge nos téléphones ou bien la télévision et ainsi de suite. Je vais vous citer quelques statistiques qui ont été établies, élaborées par des institutions internationales, par exemple la Banque mondiale, qui dit qu'une augmentation de 1% de la consommation d'énergie électrique se traduit par une augmentation d'environ 1,3% croissance du PIB. C'est-à-dire que la croissance du PIB, il croît plus rapidement que la consommation d'électricité. Et selon l'Agence internationale de l'énergie, 1 milliard de dollars investis dans le secteur de l'énergie se traduit par la création de plus de 14 000 emplois. Et puis, une étude qui a été faite par le Centre Global Development, le Centre de développement, révèle que l'extension de l'électricité en zone rurale peut faire augmenter le PIB agricole de 10 à 20%. Et au Kenya, il y a eu des exemples où ils ont réussi, ils ont mis de l'irrigation à partir de l'énergie solaire. Et les rendements agricoles ont augmenté jusqu'à plus de 70%. Donc c'est pour dire que l'énergie, c'est très important pour le processus de développement. Et quand vous regardez historiquement, quand vous regardez la structure des gouvernements, historiquement, on ne parlait pas de l'énergie, on parlait beaucoup plus de l'environnement. Vous regardez les objectifs de développement du millénaire, il n'y a pas un objectif lié particulièrement à l'énergie. Mais on s'est rendu compte plus tard que sans énergie, sans l'électricité, on ne pouvait pas atteindre les objectifs de développement du millénaire. C'est pourquoi dans les objectifs de développement durable, il y a un objectif particulier, l'accès à l'électricité. Donc ça a été corrigé. Historiquement, comme je le disais, l'énergie, on avait le pétrole, on pompait, et on faisait ce qu'on voulait jusqu'au jour où il y a eu les embargos pétroliers dans les années 70. Et les pays, surtout dans les pays développés, on s'est rendu compte effectivement que l'électricité c'était important, l'énergie était importante, il fallait pouvoir la gérer. Et dans les pays industrialisés, on réduisait même le temps de diffusion de la télé. Et on coupait les lumières à certaines périodes, etc., etc. C'est en ce moment que les ministères de l'énergie sont revenus pour pouvoir planifier le développement. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait rien faire sans avoir accès à cette énergie. Donc c'est ce travail que les ministères doivent faire, s'occuper de la régulation, la planification et chercher les investissements. Les investissements, il ne faut pas surtout dire qu'il faut aller à l'extérieur. Il y a des investissements domestiques, il faut mobiliser les ressources domestiques pour pouvoir faire les investissements requis pour développer le secteur. Alors, comment faire ces investissements? Il y a depuis des années 90 en Angleterre, le nouvel Premier ministre, Margaret Thatcher, qui est arrivée, qui avait un déficit budgétaire et l'État était impliqué dans plusieurs entreprises étatiques, le transport, les télécommunications, etc., etc. Ils ont décidé de privatiser. Ils ont appelé ça Private Finance Initiative. Ils ont décidé de privatiser pour sortir de ces entreprises, obtenir de l'argent pour financer d'autres secteurs de l'économie. Mais auparavant, depuis le XVIIe siècle, XVIIe siècle, le secteur privé a été impliqué dans la fourniture de services publics. En France, en Angleterre, etc. Et parfois même, on ira même pendant le régime féodal. Mais les PPP, comme on les connaît aujourd'hui, ça a été initié en Angleterre, surtout, mais aussi aux États-Unis à partir des années 90. Aux États-Unis, quand le président Reagan est venu au pouvoir. Donc les PPP, c'est de dire que voici un service public que l'État veut donner à un privé pour fournir le service et l'État paye pour ce service. Mais ça se fait dans la transparence, pas dans l'opacité, ce n'est pas de gré à gré, donc c'est clair. Alors, aujourd'hui,
pour revenir au niveau de EDG, moi je crois qu'il faut prendre le taureau par les cornes. EDG, dans sa structure actuelle, a fait son temps et EDG n'a pas été en mesure de fournir des services adéquats à la communauté et l'État subventionne cette entreprise à coût de milliards chaque année. Une proposition de solution, c'est de dire qu'il faut privatiser. Et comment le faire? Il faut d'abord séparer les fonctions. Nous avons 3 fonctions: production, transport, distribution. Donc il faut séparer les fonctions en différentes parties et ouvrir la production au secteur privé. Ouvrir la fonction au secteur privé. La Guinée a environ 6000 MW de potentiel hydroélectricité. Et ce potentiel n'est pas exploité. Et s'il n'est pas exploité, c'est un potentiel qu'on ne pourra pas exploiter parce qu'aujourd'hui, le solaire avance à grands pas. On est capable de produire 1 kWh du solaire à environ 6 cents de kWh, alors que l'hydroélectricité, c'est plus de 10 cents par kWh. Et la centrale solaire, on l'a construite maximum, si ça prend du temps, c'est entre 12 mois et 20 mois maximum. On a une centrale solaire. Quand vous voulez développer une centrale hydroélectrique, ça prend parfois 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc nous avons un potentiel hydroélectrique aujourd'hui, il faut ouvrir au secteur privé. Il faut l'ouvrir au secteur privé pour qu'on puisse développer ces centrales, produire de l'électricité pour permettre à la population d'avoir accès à une fourniture adéquate. Je sais qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, ce que j'ai entendu dire, des producteurs indépendants qui sont venus faire des centrales en BOT. Mais je crois que c'est tout sauf du BOT, parce que c'est du gré à gré. Quand tu veux faire du BOT, tu fais un appel à la concurrence et tu recrutes l'entreprise qui te fournit l'électricité la moins chère. Mais quand tu fais du gré à gré, tu as un problème de résultat. Comment tu peux contrôler le résultat de celui qui va venir fournir cette électricité? Est-ce que cette électricité sera disponible tout le temps ou non? Si c'est réellement un BOT, s'il ne fournit pas une électricité, il y a des pénalités à payer. Donc je crois que les textes existent, la réglementation des PPP existe, ça a été voté, approuvé, il faut les mettre en œuvre et les mettre en œuvre correctement. C'est-à-dire que ne plus accepter d'avoir des négociations, des contrats de gré à gré, mais ouvrir le secteur aux producteurs indépendants. Ça peut aller jusqu'au niveau du solaire. Il faut aller vers l'électrification décentralisée. Il y a des grands centres urbains aujourd'hui, par exemple Kankan. Pourquoi on ne devrait pas avoir un producteur indépendant qui va fournir l'électricité à Kankan? Ensuite, le transport, aujourd'hui, c'est un monopole de fait. Quand une ligne est construite entre ici et Manéa, quelqu'un d'autre ne peut pas venir construire une autre ligne. C'est cette ligne-là qui va exister. Mais aussi, on peut permettre à des producteurs, à des indépendants, des investisseurs, de venir créer, construire d'autres lignes alternatives. Il y a des entreprises ici aujourd'hui privées qui veulent faire une ligne entre Swapiti et les centres de consommation au niveau des zones minières. C'est à encourager parce que ça donne une clientèle captive qui est là et ça permet aussi d'électrifier toutes les zones qui vont être sous la ligne. Et troisièmement, la distribution. EDG a montré ses limites. Et aujourd'hui, je crois qu'il faudrait réellement privatiser, ramener la compétence. Et quand je parle de la compétence, ce n'est pas seulement technique. Il faut qu'il y ait la gestion. On a des pertes errantes. Aujourd'hui, je crois que c'est entre 40-50% facturés. Donc, il faut ramener des compétences sur le terrain qui vont nous aider à gérer la distribution pour fournir l'électricité à la communauté. Et pourquoi? Quel est l'avantage d'avoir cette structuration? Ça nous permet plusieurs choses. Premièrement, c'est d'établir la vérité des prix. Comme je le disais tantôt, le coût de revient est supérieur au prix de vente. Le coût
coût de revient de production d'un kilowattheure est supérieur au prix de vente. Ce qui veut dire que c'est le contribuable guinéen qui paye l'électricité. Mon grand-père qui est au village subventionne le millionnaire qui est assis à Conakry et qui a les moyens de payer sa facture. Donc il faut établir, il faut établir la vérité de prix et que le consommateur, que ce soit lui, in fine, qui paye l'électricité, mais pas le contribuable. Deuxièmement, certainement, il y aura une partie déficitaire. Il y aura un secteur déficitaire. Est-ce que c'est la production? Est-ce que c'est la distribution? Il faut établir quelle est la partie déficitaire. Aujourd'hui, la subvention, on envoie la subvention, voilà, c'est pour fournir l'électricité. Ben, on ne sait pas c'est quoi le déficit. Donc, il faut déterminer c'est quoi la partie déficitaire qui doit être subventionnée, déterminer par conséquent la subvention qu'il faudra apporter, mais surtout déterminer la population cible. Qui est-ce qu'il faut subventionner? Est-ce que l'État paye? Je vous donne un exemple. L'Office national de l'électricité au Maroc a coupé l'électricité au Palais Royal, chez le roi au Maroc, à Rabat, parce qu'ils n'ont pas payé l'électricité. Ils ont coupé. Et quand on a informé ça, le roi, il dit pourquoi on n'a pas payé. Finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des timbres fiscaux qui permettent de payer de l'électricité. Et le 25 du mois, l'office recevait ces timbres. Ces timbres avaient valeur monétaire. Et toutes les entreprises qui appartiennent à l'État, tous les ministères, chacun recevait ces timbres qui servaient à payer l'électricité à la fin du mois. Le 25, les démembrements de l'État payaient à l'Office national de l'électricité sa consommation mensuelle. Donc si on n'a pas une politique tarifaire convenable pour pouvoir couvrir les coûts, et en plus qu'on ne paye pas l'électricité, évidemment, on ne fera jamais un équilibre et il y aura une subvention qui sera difficile de déterminer pourquoi et comment cette subvention doit être faite. Donc, cette subvention, c'est essentiellement pour protéger les vulnérables. Les ménages qui n'ont pas les moyens, on peut agir sur le prix de l'électricité, un prix très très bas pour une certaine consommation qui va être déterminée. Quand tu consommes jusqu'ici, tu payes presque rien. Et en Afrique du Sud, par exemple, ils avaient déterminé 50 kWh. Pour un ménage pauvre, vous avez besoin de votre téléviseur, une lumière pour charger votre téléphone. Eh bien, on vous donne 50 kWh par mois. Vous ne payez pas. C'est gratuit. Mais si vous basculez après les 50 kWh, on considère que vous n'êtes plus vulnérable et vous êtes capable de payer cette électricité. Donc, vous allez vers un autre tarif. Donc, c'était pour moi une opportunité de pouvoir engager cette discussion. Et je le fais aujourd'hui. Je suis impliqué dans le système éducatif guinéen. Je suis président du conseil d'administration d'une université et je crois que les universités ont un rôle prépondérant à jouer pour pouvoir discuter des politiques publiques. Aujourd'hui, vous avez un département qui discute, qui fait des recommandations et c'est parti. Mais les universités ne jouent pas leur rôle. Si vous regardez à l'extérieur, à l'étranger, surtout dans les pays développés, toutes les idées, toutes les politiques publiques démarrent à partir des universités. Je vous donnerai quelques exemples. Le programme d'ajustement structurel, certains d'entre vous se souviennent la fin des années 80. C'est un programme qui est sorti des universités et que la Banque mondiale et toutes les institutions internationales ont suivi, y compris les bilatéraux. Donc il faut que cette réflexion-là, que les universités acceptent de rentrer dans cette dynamique, de pouvoir discuter des politiques publiques. Il faut que les universités acceptent de faire les recherches pour comprendre quelle est la problématique, par exemple, de la fourniture de services d'électricité dans le pays, au-delà des questions anecdotiques. Aller au profond, faire la recherche, chercher à comprendre comment ça se fait. Ensuite,
Les investissements dans le secteur de l'électricité en Guinée, je vais finir par ça, ont été pilotés par les institutions de développement, principalement. Vous regarderez, par exemple, les grosses infrastructures de l'électricité, les lignes d'interconnexion, la ligne MVG, c'est la BAD. Vous regardez la ligne CLSG, Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée, c'est les institutions internationales. La ligne FOMI, Kankan, Sigiri, Bamako, Kankan, Kerouane, Beila, Zérékoré, c'est les institutions de développement. Les projets Kaleta et Swapiti, les études ont été faites par les institutions de développement. Le projet de réhabilitation des réseaux de Conakry, Kaloum, Mato, Toratoma, c'est les institutions de développement. Le projet d'électrification décentralisée à l'intérieur du pays, Linsan, Kolente, Sougeta et plusieurs autres gros villages et sous-préfectures sur le réseau interconnecté entre Conakry et Labé, c'est les institutions internationales. Alors, que fait l'État guinéen? Qu'a fait l'État guinéen ces 30 dernières années? Donc, pour moi, je crois qu'il faut qu'on retourne à la base, que le ministère de l'Énergie joue son rôle. Et je sais qu'il y a des dossiers, des documents de planification qui existent pour donner l'électricité à tout le pays, et qu'il y a trop de pouvoir aujourd'hui qui reste entre les mains de EDG, qu'il faut changer. Il faut changer la donne. Il faudrait que si ces pouvoirs restent entre les mains d'une seule société, il faut que cette société ait des obligations de résultat. Il faut qu'on sache s'il faut subventionner, quel segment il faudra subventionner. Pas juste une subvention opaque, on transfère l'argent pour fournir de l'électricité et on ne la fournit pas. Donc c'était ça, je voulais échanger avec vous. Je sais que parler du secteur de l'énergie, on ne peut pas le faire en 15-20 minutes. Ce n'est pas faire justice au secteur, mais je voulais juste échanger. Et peut-être que l'opportunité viendra un jour pour pouvoir discuter de tout ça en profondeur. Mais compte tenu de la crise actuelle, je voulais échanger avec vous des pistes de résolution. Et j'espère que les décideurs vont se lancer là-dedans pour savoir que la situation énergétique aujourd'hui, surtout électrique, c'est un problème sérieux qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 40 ans, plus de 40 ans, on tâtonne. Et on tâtonne, on continue à tâtonner. Et comme je l'ai dit, de Garafiri à Kaleta, il n'y a pratiquement pas eu d'investissement. Et les investissements qui ont eu depuis, c'est surtout des projets qui ont été sponsorisés par les institutions de développement. Je vous remercie. Monsieur Gallo, je suis Ténéma Boumbia, d'abord de la radio guadeloupéenne, le correspondant de l'événement Guinée. Est-ce que, c'est-à-dire, si on vous nommait à la tête de cette structure aujourd'hui, en charge de l'électricité de Guinée, vous pensez pouvoir changer la situation à laquelle les Guinéens sont confrontés, notamment ce manque récurrent d'électricité dans le pays? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, est-ce que votre sortie, c'est une manière de taper à l'œil justement des dirigeants afin qu'on puisse vous porter? Merci. Ce que j'ai dit, vous le reportez, et je sais que les dirigeants vont le lire, et peut-être que ça permettra de pousser un peu cette réflexion. Je tiens à préciser que le pays a beaucoup de cadres aujourd'hui qui sont là, qui ne sont pas en fonction, qui connaissent très bien le secteur, les difficultés qu'il y a, mais la décision, elle est beaucoup plus au-dessus du secteur. Et comme je l'ai dit, il faut faire une réforme en profondeur de EDG. Donc, je ne le fais pas pour être coopté, non, et non plus, je ne cherche pas à être particulièrement nommé ministre. C'est la raison pour laquelle je suis ici. C'est pouvoir échanger avec vous et participer et contribuer au niveau de la réflexion, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de la crise énergétique. Et j'ai cette expérience-là, je me suis dit que je ne pouvais pas rester silencieux après 22 ans avoir dirigé le secteur énergétique sur tout le continent africain, de Tunis à Cape Town et dans 57 pays islamiques. Je crois que j'ai engagé assez d'expérience pour pouvoir
me prononcer sur une question qui est là. Je n'invente rien. C'est ce qui se passe ailleurs qui a marché que je suis en train de poser sur la table. Sous le régime Alpha Condé, il y a eu plus de 3 milliards de dollars d'investissement dans le secteur des énergies, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de pouvoir. Quelle réaction faites-vous sur cette annonce? S'il y a eu un investissement entre Garafiri et Kaleta, partagé avec nous. Moi, je crois qu'il n'y a pas eu d'investissement. Depuis que le barrage de Garafiri a été réalisé, le barrage suivant, ça a été Kaleta. C'est un espace presque de 30 ans. Donc, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est les faits. Ça, c'est le premier, réponse à votre première question. Et deuxième question, le monopole, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai délivré des pistes de réflexion. Je dis qu'il faut ramener le secteur privé dans le secteur. Et le secteur privé, ça veut dire quoi? Nous avons une loi PPP qui est là, qui est encadrée, qui est très bien ficelée pour permettre à des producteurs indépendants d'énergie de venir et de développer le secteur. Il faut y aller. Il ne faut pas se limiter juste à des textes pour dire qu'on a tous les textes, on a les lois, on a les décrets. Non, il faut réellement aujourd'hui l'exécuter. C'est-à-dire quoi? On a des sites hydroélectriques qui sont là. Pourquoi ne pas faire des appels à la concurrence, des appels d'offres pour permettre au privé de venir développer? Il y a des sous dans ce monde qui ne cherchent qu'à financer. Et surtout, au niveau des infrastructures, je vous donnerai par exemple les fonds d'investissement, les fonds de pension, les assurances. Comme vous savez, la Caisse nationale de sécurité sociale, vous savez, c'est des gens qui payent des retraités. Donc, ils ont besoin d'avoir un revenu sur l'investissement sur plusieurs années et qui est un revenu constant. Ce n'est pas des institutions qui cherchent une grosse marge, mais qui cherchent une marge suffisamment pour battre l'inflation. Donc, des infrastructures comme ça, ça les intéresse. Mais il faut y aller, il ne faut pas s'arrêter au moment où on finit de faire la loi et dire que nous, on a la loi et on attend que les autres viennent. Il y a plusieurs autres qui ont les mêmes avantages que nous et qui sont très agressifs par rapport aux investisseurs, qui les rencontrent, qui leur proposent, qui font des discussions et qui se mettent d'accord pour construire ces centrales. Mais nous, on dit qu'on a 6000 mégawatts de potentiel hydroélectrique, on a une loi, on attend que les gens viennent nous voir. Personne ne viendra nous voir. Donc il faut y aller. Il faut vraiment mettre les moyens pour qu'on puisse développer ces centrales. Je le disais aussi, le solaire. Aujourd'hui, on arrive dans notre zone, on arrive à investir pour 6 cents le kilowattheure. Et il y a beaucoup d'entreprises qui veulent le faire. Nous avons des zones ici qui s'y prêtent. Par exemple, tous ceux qui sont la dorsale nord, toute la dorsale nord de la Guinée s'y prêtent. Commencez par Bouquet, vous allez jusqu'à Sigiri, Kankan, Mandiana. Ces villes sont dans le noir. Mais pourquoi est-ce qu'on ne développerait pas une électrification décentralisée en utilisant du solaire plutôt qu'à mettre des centrales diesel qui coûtent cher et qui ont un impact sérieux sur l'environnement? La distribution, je l'ai dit tout à l'heure, 80% des clients sont facturés au forfait. Sur quelle base? Je ne sais pas. Et le prix de l'électricité est 3 fois plus bas que le coût de revient. Si vous ramenez un privé, il établira la vérité des prix. Il va dire ça me coûte $1 pour mettre l'électricité et voilà ce que vous devez me payer. On se mettra d'accord. S'il y a des subventions, on le fait. C'est comme ça, tous les pays le font. Au Maroc, moi j'ai travaillé longtemps au Maroc. Partout, c'est pas rentable. L'État subventionne. En Tunisie, je vous donne un exemple. La Tunisie cherchait du gaz. Ils ont demandé aux entreprises de venir faire les explorations. Vous trouvez le gaz, on vous l'achète. Donc ces entreprises sont venues, ont fait les explorations, ont trouvé du gaz. Malheureusement, c'est un gaz qui était difficile à extraire. Donc le coût de revient du gaz était très élevé. Mais comme le gouvernement s'était mis d'accord pour pouvoir acheter le gaz, parce qu'il ne faut pas seulement voir le gaz, il faut voir la technologie, le transfert de technologie, il faut voir les jobs qui ont été créés, etc., etc., etc. L'État subventionnait, par exemple, à un moment donné, l'État donnait $20 millions
à la STEG pour dire, bon, on sait que vous avez acheté le gaz de BP à un prix élevé au marché international. Maintenant, la différence là, nous, on vous la paye. Donc, plutôt que de permettre à la STEG d'augmenter le tarif pour rentrer dans ces fonds, l'État, dont le rôle est de maintenir la balance macroéconomique et tout ça du pays, a dit, moi, je vous donne les 20 millions pour boucher le trou. Donc, il y a tout ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, on subventionne, mais on ne connaît pas quelle subvention, quelle section, quel secteur on est en train de subventionner. C'est une boîte noire. On sait ce qui rentre, on ne sait pas où ça va ou comment c'est distribué à l'intérieur. Je crois que c'est seulement en établissant cette vérité de prix, en différenciant des secteurs, qu'on peut établir réellement voilà où il y a le déficit et comment on fait pour combler ce déficit. Et il y a une urgence et il faut trouver la solution. Cette urgence, ce n'est pas juste, comme on le dit, il faut donner l'électricité, il faut la lumière et les climatiseurs. Moi, je pense beaucoup plus. Je pense beaucoup plus à l'économie, aux industries, qui s'étaient habitués à avoir de l'électricité H24, aujourd'hui qui sont obligés soit de fermer ou bien de chercher des groupes électrogènes. Moi, je pense à cette industrie. Ça a un impact sérieux sur la croissance économique, sur la lutte contre la pauvreté. Moi, je pense à ça. Et essentiellement, toutes les industries se retrouvent dans Conakry et aux environs de Conakry. Donc, il y a une urgence qui est là. Et je suis sûr que les autorités se penchent là-dessus et elles trouveront une solution. Mais je ne peux pas me prononcer particulièrement par rapport au bateau parce que je ne connais pas les détails. Je suis de la télévision nationale au niveau de la RPG2. Et ma première question, c'est par rapport à la situation de délestage actuelle. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer, en tant qu'expert, les raisons de ce délestage contenu dans la ville de Conakry et à l'intérieur du pays? Sur la question des réformes et des politiques publiques en matière énergétique, qu'est-ce que vous proposez à l'État pour changer les politiques publiques en matière énergétique actuelle? Ça peut être de plusieurs sources, mais aujourd'hui, d'après les interventions de EDG, on parle de capacité de production. Les barrages sont vides, il n'y a pas de carburant. Donc c'est l'une des raisons qui est évoquée pour parler de délestage. Et moi, je vais reprendre ce que j'ai dit. Pour moi, les délestages, ce niveau d'eau et manque de... C'est un problème structurel. Parce que si des investissements avaient été faits pendant les 30 ans dont je parle, la baisse du niveau d'eau au niveau des barrages, peut-être on l'aurait senti, mais pas autant que ça. Donc il y a ce déficit de capacité de production qui existe, qui a été une erreur fondamentale. Deuxièmement, il y a le réseau qui est vétuste. Et la BAD avait financé les réhabilitations du réseau de Ratoma et la Banque islamique avait financé la réhabilitation du réseau de Matoto et la Banque mondiale avait financé la réhabilitation du réseau de Kaloum. Bon, Matam, on n'en parle pas. Aujourd'hui, Ratoma s'est agrandi parce que quand je vous parle du réseau de Ratoma que la BAD avait financé, ça devait être les années 2007. Et tout le monde sait ce que Ratoma est devenu avant l'éclatement de la commune. Ce qui veut dire que le réseau qui est là, il est vétuste. Et tant qu'il ne sera pas réhabilité, tant que les charges... Vous avez un transformateur qui est là, qui est conçu pour 100 consommateurs. Vous viendrez trouver qu'il y a 1000. Bien sûr. Le transformateur va sauter, le câble va sauter, ainsi de suite. En plus, des capacités de gestion, de planification, dans certains pays, par exemple le Maroc, je vous dis, quand il y a un problème, on connaît à l'instant T, c'est où, on connaît, on n'attend pas qu'on nous appelle. Non,
Ils savent à l'instant T, il y a eu un déclenchement ici, il y a ce problème, il y a ainsi de suite, il y a des solutions, il y a des équipes qui viennent. Ici, vous avez un problème, ça vous prend combien de jours pour pouvoir le régler? Et puis, le plus souvent, il y a des pièces de rechange, ainsi de suite. Donc, pour moi, la question fondamentale ma réponse fondamentale pour répondre à votre question, c'est que ce n'est pas juste ce problème conjoncturel, c'est un problème structurel. Il fallait faire les investissements pour développer la capacité depuis très longtemps, mais aujourd'hui, nous avons un problème de capacité de production et ainsi que la vétusté du réseau qu'on ne peut pas régler du jour au lendemain. On ne peut pas le faire. Réhabiliter le réseau, ça ne peut pas prendre moins d'1 an. Donc, on est là pour longtemps. On fera face à ce phénomène, mais j'espère qu'on prendra le taureau par les cornes pour aller vers de l'avant et pour ne pas avoir un mot meilleur, je dirais qu'il nous faut un plan Marshall pour le secteur de l'électricité. Ensuite, l'équipe qui est partie. Vous savez, moi, je ne suis pas pour la chasse aux sorcières en tant que ça. J'avais écrit, j'avais discuté avec des gens quand on a changé le directeur, la direction de EDG. Je dis, mais ça, ce n'est pas une solution. On change le directeur, le système, il reste. Le système, il est là. On enverra notre directeur, il va évoluer dans le même système. Et qu'est-ce qu'on aura changé? Pas grand-chose. Je crois qu'il faut une refondation entière du système de fourniture d'électricité chez nous. Il faudrait que les pistes de réflexion que j'ai données puissent être explorées. Est-ce faisable? Est-ce pas faisable? Mais au moins qu'on le mette sur la table. Moi, je le mets sur la table. Il faut privatiser. Si ça ne marche pas, ben on verra, mais il faut que ça soit mis sur la table et qu'on en discute. Il y a des gens qui vont vous dire « Ah, moi, je ne suis pas pour la privatisation, parce que ceci ou cela. » Ils ont leur raison. Mais moi, ayant vu ce qui se passe ailleurs, comment ça s'est passé, je milite pour une privatisation du secteur. Et votre dernière question, vous êtes de Timbi Madina. Je peux demander d'où précisément? De Bouroui. Et vous demandez si vous avez appris que je veux venir en politique. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je vais vous dire une chose. Pendant plus de 20 ans, je suis dans l'arène politique. OK? Vous n'avez pas besoin de dire que je viens en politique pour venir en politique. On est en train de parler du secteur de l'énergie aujourd'hui. Si je vous dis que toute cette politique énergétique du pays pendant les 20 dernières années, je suis l'auteur. Les études de qualité et de Swapiti, c'est moi qui les ai fait financer à la BAD. L'électricité à Zérékoré, c'est moi qui l'ai fait venir. La ligne d'interconnexion entre Fomi, Kankan, Sigiri, Fomi, Kankan, Kerouane, Beila, c'est moi qui l'ai fait. J'ai plus de 200 millions de dollars de financement dans le secteur agricole, sans parler du secteur des infrastructures, sans parler de la réhabilitation des réseaux de Ratoma, et sans parler de l'électricité comment on appelle, Afia, en Guériabe. Je suis venu, je suis de Timbi Madina, je passe par là, et chaque fois que je passais, voici l'université, et voici la ligne qui passait au-dessus de l'université, qui n'avait pas d'électricité. C'est à cause de Guériabe que j'ai initié le premier projet d'électrification rurale. C'était un don de 50 millions de dollars à la Guinée. Et toutes les villes, les gros villages le long de la ligne ont été électrifiés à cause de ça, y compris Kolenté, Sougeta, et particulièrement Lisa, où une fois on a failli voler mon frère. Et je me souviens encore, avec mon père, la nuit, il n'y avait pas d'électricité. Donc tout ce travail-là, je l'ai fait. J'ai fait autre chose. J'ai fait plusieurs, on n'a pas le temps d'énumérer tout ce que j'ai fait. Donc pour moi, c'est une façon de faire de la politique. Donc ce n'est pas aujourd'hui. Je continuerai à participer à l'édifice. Je contribuerai au développement du pays, quel que soit le niveau où je me trouverai. Mais rien ne m'empêche aujourd'hui de discuter avec des collègues. Je suis ici pour chercher à ce qu'ils financent des projets dans notre pays. Je le fais. Je ne suis plus dans les institutions, mais je continue à en discuter, à leur en parler.
Thank you.